Bonjour, mes chers amis, hélas trop lointains, pour quelque temps encore. Je vous confirme mes meilleurs vœux pour une convivialité retrouvée en 2021 au terme de cette solitude qui nous est malheureusement imposée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Giorgio De Chirico, auquel était consacrée cet hiver une exposition à Paris qui n'a pas pu ouvrir longtemps. Mais je l'ai mis en rapport avec d'autres peintres qui se sont très directement inspirés de lui et qui l'a provoqué, voire bouleversé, autour d'un thème que je centre très précisément, qui est le thème d'une recherche de la mer, avec Magritte, que vous venez de voir surgir, et Delvaux, à droite, qui sont parmi ses héritiers les plus directs. Alors, De Chirico est né en 1888 à Volo, en Grèce. C'est dans la mythologie le pays d'où part l'expédition pour la recherche de la toison d'or. En 1888, il a fait des études à Munich. Son père était ingénieur des chemins de fer, qui se déplaçait beaucoup, qu'il ne voyait pas souvent et qu'il a perdu à l'adolescence, à l'âge de 15 ans. À Munich, il a fait des études de beaux-arts dans le contexte du symbolisme et aussi il s'est passionné pour la philo, dont Munich était un des centres les plus importants, surtout des philosophes pessimistes, comme on les appelle, de la fin du XIXe siècle. C'est à Florence, lors d'un passage, qu'il a eu une véritable révélation, qu'il a relatée d'ailleurs dans un texte très précis, en 1909. Il s'est senti étranger à l'énigme d'un monde dans lequel il ne voyait pas trouver sa place. C'est un peu dans le même ordre d'idées qu'à Turin, une ville réputée parfaite par Nietzsche, qui a connu sa première crise de délire. Il retrouve dans cette ville de Turin, où il séjourne quelque temps, en 1911, une inquiétante étrangeté, comme disait Freud. À Paris, où il séjournera plus longtemps, de 11 à 14, il croise les mouvements de l'avant-garde, le cubisme, le fauvisme, l'expressionnisme, qu'il amalgame, dont il s'inspire et dont il réussit à tirer une expression personnelle. Il appelle cette période de peinture, la peinture pittura metafisica. Et il continue, quand il est mobilisé dans un hôpital de Ferrare avec son frère, entre 1915 et 1918, trouvant la ville de Ferrare très, très géométrique, voire mécanique, et elle convient tout à fait à son propos. C'est en 1920 qu'il termine un itinéraire de mise en jeu, c'est-à-dire une manière d'assumer son identité dans un jeu d'images, et il s'affirme alors peintre classique, pictor classicus, ce qui entraîne des controverses autour de son œuvre, mais qui pour lui est un retour à une sorte de tradition et de normalité. C'est en automne, le tableau est de 1910, mais c'est en 1909 qu'il a éprouvé ce sentiment de l'énigme sur la place Santa Croce, devant la statue de Dante. Et il en écrit d'ailleurs, dans un de ses textes, il en a décrit la sensation. Par un clair après-midi d'automne, j'étais assis sur un banc au milieu de la place Santa Croce à Florence. Ce n'était pas la première fois, je venais de sortir d'une longue et douloureuse maladie intestinale et me trouvais dans un état de sensibilité presque morbide. La nature entière, jusqu'au marbre des édifices et des fontaines, me semblait en convalescence. Au milieu de la place s'élève une statue représentant le Dante drapé dans un long manteau, serrant son œuvre contre son corps, inclinant vers le sol sa tête pensive, couronnée de lauriers. Le soleil automnal, tiède et sans amour, éclairait la statue ainsi que la façade de l'église. J'eus alors l'impression étrange que je voyais toutes les choses pour la première fois. Et la composition de mon tableau me vint à l'esprit. Chaque fois que je regarde cette peinture, je revis ce moment, qui est pourtant une énigme pour moi, car il est inexplicable. J'aime appeler ainsi l'œuvre qui en résulte une énigme. Et voilà, l'un des premiers tableaux personnels de De Chirico. On voit qu'il est très sobre, très simple,
très largement inspiré par la géométrie du cubisme, et qu'il représente donc une statue sans tête, non identifiée, avec deux petits personnages en bas et un bateau à voile qui traverse à l'horizon. C'est le thème du voyage, le thème de la quête à deux. Il a un frère, disons, cadet, mais qui est quasiment son jumeau. Enfin, ils ont un rapport très, très intime et très intense. Ils l'auront d'ailleurs toute leur vie, aussi bien par la production d'articles de critique d'art que de peinture. Et donc, ici, déjà, c'est le point de départ d'une sorte d'itinéraire qui démarrerait dans cette sensation d'une énigme d'automne. Alors, je reprends l'essentiel de ma lecture. J'ai l'impression étrange que je voyais les choses pour la première fois. Chaque fois que je regarde ma peinture, je revis ce moment qui est pourtant une énigme pour moi. Et j'aime appeler l'œuvre, toute œuvre, qui en résulte une énigme. Alors, l'énigme de l'oracle, c'est peut-être à la suite de cette définition. On voit effectivement qu'il y a une statue de Dieu dans l'arrière-plan, cachée par un rideau, c'est le mystère de ce monde, et un interprète, peut-être le devin, qui est ici devant le monde, d'ailleurs lui-même très anonyme, presque caché dans sa toge, qui regarde le monde, un monde difficile à expliquer, une sorte de chaos manifesté par le vent, un monde où alternent les influences de Dionysos et d'Apollon, de la violence brute et de l'ordre, disons, philosophique ou lyrique. C'est l'énigme du monde qui est ici dans la manifestation de cet oracle, à partir de lignes très simples, là aussi, d'un ordre plutôt géométrique. En 1912, enfin, c'est-à-dire presque tout de suite, dans le début du séjour parisien, il y a cette mélancolie incarnée par une statue de femme. C'est Ariane. Elle est intitulée Mélanconia, mais on sait que c'est Ariane dans la posture classique de cette figure mythologique abandonnée par Thésée dans la déréliction, même si Dionysos ensuite l'entraîne vers d'autres horizons, c'est-à-dire dans le sens d'un délire et d'une ivresse. Donc Ariane est ici, comme représenté d'ailleurs dans l'Antiquité, sur une sorte de tombeau, et elle bloque littéralement l'accès à une place d'architecture moderne. Il y a à l'horizon deux petites silhouettes avec leurs ombres portées qui essayent d'entrer, peut-être de passer de l'autre côté. C'est une figuration symbolique évidente disons, d'une entité maternelle qui est en même temps un blocage énigmatique. Sans doute, cette figure maternelle est incontournable. Elle est difficilement contournable. Gemma, la mère des enfants des Chirico, enfin la mère de Giorgio et d'Alberto, Alberto qui s'appellera Savigno plus tard, est effectivement une mère très autoritaire qui a dû jouer les deux rôles puisque son mari, l'ingénieur, était très souvent absent. Si on pense aux héritiers de De Chirico, j'ai ciblé Magritte et Delvaux, mais il y aurait aussi, jusqu'à un certain point, Dali. Et on voit bien ici l'influence même physique, enfin très concrète, du tableau précédent, avec ces silhouettes minuscules qui s'agitent ici à l'entrée d'un espace ou traversent d'une façon très violente et en même temps très mystérieuse cette figure de femme qu'on peut assimiler donc à la femme absolue, enfin la mère, peut-être essentiellement. Aveugle et inquiétante aussi parce qu'elle est menacée par les fourmis autour de son menton et de sa bouche. Une autre représentation plus simple, peut-être plus simpliste, avec la figure presque mortuaire sur un tombeau d'une Ariane, d'une femme qui littéralement s'inscrit, occupe la majeure partie de la place. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'à l'horizon, on voit une tour et un chemin de fer dont la fumée est évidente de l'autre côté d'une barrière. Le père est ingénieur des chemins de fer. C'est entre cette symbolique, cette, disons, métaphore représentant le père et la mère que De Chirico entame son itinéraire de mise en jeu. L'héritage, c'est Delvaux qui a été fasciné par De Chirico et qui l'a dit, la voie publique. En 1948, on voit que cette femme, qui a tout l'air d'une déesse, d'ailleurs assez virile par son visage,
entouré de ses choristes, entouré de ses assistantes, disons, bloque l'horizon, tandis que s'avance un tramway. Alors, ce qu'on va trouver dans l'histoire de la peinture de De Chirico, c'est une ville labyrinthique dans laquelle s'effectue un itinéraire qui se concrétise particulièrement sur la série des places d'Italie en 1913-1916, à la fois donc, le séjour parisien et le séjour Ferrare, avec deux icônes. L'icône du père absent, à la virilité surévaluée, avec des tours, des cheminées, des statues, et aussi la statue couchée de la mère mélancolique, fermée, presque inaccessible, qui correspond à l'image d'Ariane dans l'Antiquité. Et c'est dans ce contexte, entre ces deux figures, qu'il faut trouver sa propre place dans l'énigme du monde. L'incertitude du poète se manifeste ici particulièrement où l'on retrouve au-delà de la barrière le chemin de fer et le bateau, les symboles d'un voyage, tandis que la statue amputée, sans tête, sans membres, avec, disons, un pubis glabre, se situe ici sur une sorte de tablette, enfin de piédestal, où échoue un régime de bananes. Et il y a là toute une symbolique directe et du premier degré, donc avec cette situation de désir et d'impuissance. Le corps féminin, maternel, mythique, enfin, d'une manière générale, avec donc ces bananes qui échouent devant ce bas-ventre. Au seuil d'un pubis glabre d'une statue féminine, je précise, sans tête ni membre, un régime de bananes s'effondre. Le rêve transformé nous dit la même chose du côté du père. Cette fois-ci, dans le même décor, on a un buste de père mythique, un buste simplement, je veux dire même une tête. Et d'autre part, les bananes et les ananas font figure de symboles sexuels, masculins et féminins, qui ne se rejoignent pas, qui sont sur cette table inclinée. Et puis à l'horizon, toujours la tour et le chemin de fer. L'itinéraire va se préciser entre les deux pôles. Et d'une manière générale, dans la majeure partie des places d'Italie, ce sera un symbole masculin, qui occupe d'ailleurs le centre d'une place, comme s'il s'était incrusté dans cette ambiance d'une ville féminine. La tour rouge. Ben, la tour rouge renvoie effectivement à Turin, avec la régularité d'une géométrie de la ville moderne de Turin, et en amorce ici un cavalier. On sait que Nietzsche a eu sa première crise très violente, enfin il s'est précipité en pleurant au secours d'un cheval qui était tombé et blessé, sa première crise, disons, de folie, et ça se passait ici, enfin c'est ici que De Chirico l'a imaginé, adepte de Nietzsche comme de Schopenhauer à l'époque, il retient un certain nombre de leurs idées et notamment ce bouleversement qui peut exister brutalement dans une place régulière, enfin le bouleversement du monde éprouvé par le poète. Par ailleurs, je dois souligner aussi l'influence de Schopenhauer qui disait que le monde est la représentation que l'on s'en fait, c'est-à-dire que le temps et l'espace sont des modalités de la connaissance, de notre volonté. Nous inventons, et il faut que dans notre invention, nous trouvions notre équilibre, nous manifestions notre équilibre. L'homme, alors que Nietzsche dit que l'homme pressent ce qui est caché dans les choses, et c'est là la naissance de la tragédie, c'est-à-dire une force terrible. Et c'est sans doute ce qu'il a ressenti en voyant ce cheval s'effondrer dans sa crise donc aux alentours de 1900. La nostalgie de l'infini confirme ce thème, c'est-à-dire précisément deux minuscules silhouettes, c'est toujours l'accompagnement du frère qui est manifesté par cette gémellité, si vous voulez, dans les figures même minuscules, devant la tour, le modèle absolument irrésistible et inaccessible de la construction du père ingénieur. C'est plus compliqué et c'est plus, disons, plus d'éléments pour entourer cette thématique dans Turin au printemps ou Turin la printanière de 1914. Le gant de l'artifex pointe
son doigt vers l'artichaut, dont les feuilles, qui peut éventuellement être épluchées, représentent la vie. On retrouve l'amorce du cheval, l'œuf de la destinée, le livre également qui est le livre de la vie, qui est le livre du destin, on le verra dans d'autres images, et cette manifestation d'architecture géométrique qui caractérise assez bien la modernité du centre de Turin. Chant d'amour confirme. Il y a beaucoup de peintures de De Chirico entre 1912 et 1914 pour affirmer, confirmer cette quête d'identité à partir du père. Ici, c'est, disons, un buste apollinien. C'est Nietzsche qui disait, au fond, que à travers le mythe, la musique ou l'image, métalangage du tragique, on peut sublimer par le rêve apollinien le dynamisme dionysiaque. Autrement dit, mettre de l'ordre par sa projection, disons, d'ordre lyrique, mettre de l'ordre dans le chaos du monde où nous sommes jetés. Et c'est ce que commence à faire De Chirico. Cette boule roule, c'est le destin. Ce gant est suspendu, c'est le gant qui permet d'agir, de l'artifice, de l'artiste et de l'ingénieur. L'ingénieur encore signalé par les fumées de cette locomotive à l'horizon. Et la figure donc d'un homme idéal, d'une sorte de figure masculine apollinienne. Ces trois peintures, comme Roland Barthes l'avait remarqué avec humour, forment le drapeau italien, le vert, le blanc et le rouge, de quelqu'un qui a vécu en Grèce et en Allemagne avant de passer quelques années par la suite et la fin de sa vie en Italie. Le cerveau de l'enfant est peut-être la peinture la plus remarquable dans cet ordre d'idées, dans cette thématique. On y voit en effet une sorte de personnage tutélaire qui ressemble à la fois, comme d'ailleurs De Chirico l'a dit, à l'affiche du bébé Cadom que l'on voyait déjà dans les publicités de l'époque, et à Napoléon III. C'est une sorte de bébé Cadom napoléonide qui a à la fois, disons, qui dépasse l'idéal de l'enfance dans une virilité autoritaire, qui se confirme dans la colonne. La colonne qui est une sorte de valeur virile absolue, tandis qu'il jette un regard sur le signet qui est dans le livre et qui implique le destin. Voilà, c'est le cerveau de l'enfant. Donc c'est l'enfant qui projette ainsi son besoin, son désir ou la réalité d'une paternité qui s'est affirmée. Si je cherche, comme tout à l'heure avec Delvaux et Dali, un héritage, c'est du côté de Magritte que je le trouverai plus prononcé, avec cette étrange figure mystérieuse d'une sorte de fantôme, l'homme du large, de fantôme aquatique, qui surgit de l'eau et se matérialise d'une façon encore insuffisante au niveau du visage, d'une manière, disons, très anonyme. Je reviens à De Chirico. Une autre série de peintures nous montre la statue carrément plus lisible du père sur son piédestal, enfin la statue d'un notable, d'une vedette sur son piédestal à l'entrée d'une esplanade et où l'on voit donc tout le côté géométrique qu'il reprend de façon d'ailleurs schématique d'une ville donc artificielle, moderne, qui a son ordre. Cette puissance de la statue est confirmée par les deux tours de deux cheminées d'usine ici, qui constituent comme deux tours et qui l'entourent, qui l'environnent. Et les deux petits pèlerins sont là, ils arrivent complètement dépassés dans ce monde qui est dans les images de plus en plus grand. Une lumière vient souligner l'importance de cette figure tutélaire. Ce n'est plus l'énigme d'un après-midi d'automne, c'est en 1914 l'énigme d'une journée. On est toujours dans ces énigmes, c'est-à-dire manifestation d'un sentiment d'égarement, comme De Chirico lui-même l'a dit, c'est-à-dire l'impression étrange de tout voir pour la première fois et de ne pas comprendre sa place dans l'énigme d'un monde où il s'agit de dépasser le chaos de Dionysos en projetant le lyrisme d'Apollon. C'est ce qu'il fait par sa peinture. Le mystère et la mélancolie d'une rue, on dirait que c'est le complément. Il y a l'ombre portée de cette statue, disons, d'un notable père. Il y a ici une silhouette minuscule, on dirait presque une ombre, mais ce n'est pas une ombre, elle a son ombre, d'une petite fille de 5 ou 6 ans qui pousse un cerceau vers une roulotte où elle peut entrer et la roulotte peut se refermer. On sait que De Chirico a perdu une petite sœur alors qu'il avait 3 ans et qu'elle en avait 6. C'est important
bien que souvent on ne le souligne pas. Et je dirais en plus, pour l'importance de ce tableau, que c'est le tableau qui a très directement influencé la première recherche de Paul Delvaux, qui a été très ému par ce tableau. Le songe du poète confirme l'importance nécessaire d'un poète pour essayer de jeter sur ce monde le voile apollinien, de faire chanter ce monde dans un certain ordre qui en dépasse les contradictions. Et ici, cet Apollinaire qui est représenté, c'est l'un des meilleurs amis de De Chirico dans le temps de son séjour à Paris. Et on voit en particulier que Apollinaire est là dans une ombre portée. On en reprend ici dans le buste d'un poète aveugle, comme ici c'est une ombre noire. Le poète aveugle, c'est-à-dire ce n'est pas avec les yeux du corps qu'il comprend, qu'il interprète éventuellement les choses, c'est d'une certaine manière donc dans une extra-lucidité. On voit une coquille et un poisson fossile pour nous indiquer la dimension du temps, ou peut-être l'obsession du temps. Oui, j'oubliais de dire qu'il y a un cercle marqué qui a été fait à l'origine même du tableau. C'est le cercle de la blessure du poète, qui est forcément quelque part blessé. Et on sait qu'en 1917, Apollinaire sera blessé au front pendant son engagement pendant la guerre. C'est comme une prémonition. On a souvent voulu voir là une prémonition. Je ne sais pas s'il faut le retenir. Le philosophe et le poète sont, bien sûr, avec l'artiste, assimilés peut-être un peu aux deux, les interprètes d'un monde, enfin ceux qui mettent un certain ordre sur ce monde chaotique. L'artiste, enfin le poète, est ici sous la forme d'une silhouette, mais qui regarde dans son tableau apparaître des étoiles, c'est-à-dire qui manifeste un monde intérieur qui va se concrétiser. Tandis que le philosophe, vu de face, on ne le distingue même pas. On voit qu'il a des sortes de moustaches, mais enfin, il a le dos tourné à la réalité de la fenêtre et il assume donc une certaine construction mentale. Le philosophe et le poète. Et le troisième serait le prophète. Au-delà de la philosophie et de la poésie, il y a une sorte de clairvoyance, d'anticipation qui est le propre de certains que ici De Chirico appelle le prophète, toujours dans une ville idéale, toujours à partir de personnages ambigus. Et alors là, on va entrer, c'est en 1915, il arrive à Ferrare qui est une ville encore plus géométrique que Turin, si vous vous rappelez, la place centrale de la ville, la Piazza del Castello, avec ce château géométrique d'ailleurs. Et à Ferrare, il va de plus en plus développer les figures de Marotte, c'est-à-dire ces figures que dont les peintres s'inspiraient, qu'on pouvait habiller, sorte de vision de robots, des clones incomplets de la figure humaine, qu'il s'agit d'animer, parce qu'ils sont encore à l'état infra-humain, ces clones, enfin ces Marottes. Donc c'est un prophète, un artiste en gestation, en formation. Écho chez Magritte, l'image parfaite. Quand Magritte représente cette quête de la jeune femme d'une vérité, d'une connaissance, il la met devant non pas un tableau, mais un écran à travers lequel elle ne voit rien d'autre que ce qu'elle pourrait voir avec ses yeux pendant une nuit étoilée. C'est-à-dire, c'est sans doute l'image parfaite, mais on ne devine rien, on ne comprend rien au monde. Magritte est ici l'héritier de De Chirico. D'autant plus que dans le Temple fatal, qui est de cette époque-là aussi, on voit que la mer prend toute son importance. Après être passée par les formes d'Ariane, la mer est donc ici est à l'issue d'un parcours qui est marqué par la géométrie, la quête géométrique du savant ou de l'astronome. Et puis ici, tout un itinéraire entre le cerveau et peut-être la sensualité, marquée physiquement, entre la souffrance et la joie. C'est tout le problème de la relation affective. Donc, la relation affective, ça veut dire aussi le rapport à la mer, incontournable, délicat, ambigu, avec toujours ces fossiles, comme le poisson fossile ici, qui sont, le poisson qui est très important pour marquer que les choses s'enracinent dans un temps infini.
Donc on a ici de nouveau, et un petit peu après être passé par les statues, les figures, les représentations de tours et les représentations de différents monuments du père, on revient à l'importance de la mère. Le père est mort d'ailleurs en 1915, justement à ce moment-là, en 1905, au moment où De Chirico est devenu un adolescent. Il est revenu à ce moment-là dans le pouvoir quasiment absolu d'une mère hyper protectrice et castratrice. Son frère, qui se fera appeler Alberto Savigno, qui sera plus connu comme théoricien que comme peintre, c'est dommage, les surréalistes ne l'ont pas assez regardé, a beaucoup d'humour dans ses représentations qui prennent un tour très différent, mais dans une problématique comparable. C'est au fond deux visions de la mer. Le pouvoir de cet ange de l'Annonciation sur cette mère poule va littéralement confirmer ce rôle. Dans L'île des jouets, Alberto Savigno montre le bric-à-brac d'une enfance, d'une mise en jeu, au double sens du terme, d'une organisation, disons très, très précisément, d'une organisation des éléments qui permettent d'abord de grandir et puis avec un choix de se constituer. Et il le fait avec humour, puisqu'on y voit dans ce bric-à-brac rien de très définitif, ça flotte sur l'eau. Ça se passe donc dans une sorte de vague. Et on évoque le cubisme, on évoque éventuellement des valeurs de l'expressionnisme, c'est une peinture quand même très personnelle, très ciblée et très proche de celle de son frère, dans un caractère de couleurs plus vives et d'ambiance plus ludique. La caserne des marins, à peu près contemporain, enfin plutôt antérieur, mais dans un style comparable, c'est dès 1914, De Chirico, qui commence à assembler ces éléments de l'enfance, du jeu et de la mise en jeu. Donc on a ici l'œuf, un drôle d'œuf, un œuf qui peut-être est artificiel, la boule, le damier, le pipeau, la pipe, une balle de tennis, enfin tout cela qui est un matériel d'enfance sans doute, poussé d'ailleurs de l'autre côté de ces colonnes qui sont posées, des colonnes qui ne constituent pas un édifice. Tout ce matériel qu'il faut pousser vers, disons, le large, pour prendre le large au sens littéral. Il y a toujours dans les images de Chirico une interprétation littérale et poétique possible au double sens. Alors, c'est la série qui suit, après le père, la mère, l'itinéraire des deux frères, l'intérieur métaphysique qui marque une étape fondamentale dans la reconstruction, dans la construction de soi, à partir de cette architecture qui rappelle bien sûr le côté scientifique du père, mais qui marque surtout la projection d'un désir d'homogénéité, de complétude. Le triangle signifie, aussi bien que le parallélépipède, enfin tout cet ensemble signifie quelque chose de terminé, de cohérent et d'efficace. Alors que, d'une manière générale, ces usines, ces géométries pourraient signaler une angoisse. Elles peuvent signifier aussi le voyage, la ville industrielle qui surgit de la campagne comme une création positive. Il les appelle métaphysiques. À l'époque, toute sa peinture est qualifiée de métaphysica. C'est une sorte de... Ça ne veut pas dire nécessairement un intérêt pour les dieux, mais ça veut dire surtout quelque chose qui est au-dessus et au-delà de la physique, qui présente un certain caractère d'autres objets, qui traduit en quelque sorte une spéculation initiatique à partir d'objets qui ont une seconde identité métaphysique au-dessus de leur physique. Mais ces éléments de la physique, comme ici, des os, des éléments de l'atelier, on verra aussi des fois des fossiles comme on l'a vu, des éléments de l'architecture ici, se complètent, se combinent jusqu'à aboutir en 1917 à des paysages complets, c'est-à-dire où le paysage extérieur ne contredit pas, mais au contraire donne toute sa valeur à l'édifice qui est construit. C'est par exemple cette grande métaphysique qu'on appelle aussi le grand espace intérieur. Écho, cette fois-ci chez Magritte.
la condition humaine en 1935, quand Magritte fait ce tableau, eh ben, il traduit un peu la même idée, mais avec peut-être beaucoup moins d'optimisme. On voit que le peintre a travaillé de façon très minutieuse et très précise pour capter son sujet. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est le sujet, enfin le motif, c'est-à-dire l'horizon marin, qui le saisit. Il n'y a pas de rupture de continuité entre le tableau très réussi, très léché de l'artiste et son paysage. Mais l'énigme, pour parler comme des Chirico, reste entière. Et c'est la condition humaine, nous dit Magritte, c'est l'impossibilité pour l'humain de comprendre le monde dans lequel il est jeté, comme disait De Chirico, c'est-à-dire d'arriver à provoquer une sorte de raison apollinienne à travers cette peinture ou cette poésie. Et ceci est souligné par le fait qu'il y a ici un boulet bon, de canon petit, mais qui marque bien le boulet, qui est la condition humaine, le boulet qu'il faut porter. Ensuite, il y a une figurine, mais elle est perdue, et nous y reviendrons. Elle est perdue ici, elle n'est pas dans le tableau, on ne peut pas la capter, et elle ne fait qu'accentuer notre malaise. Yves Tanguy, comme Pellevat, Magritte et André Breton, qui a été bouleversé aussi, comme il l'a dit, qui a intégré De Chirico aux premières expositions du surréalisme en 1924 et plus tard, ce qui était d'ailleurs problématique parce que De Chirico avait déjà changé de manière. Mais ce De Chirico auquel se réfère André Breton, c'est le De Chirico des premières années, donc métaphysique. D'ailleurs, surréalisme et métaphysique, c'est un peu la même chose, au-dessus de la réalité physique. Yves Tanguy est bouleversé par De Chirico et il l'interprète à sa manière vers la caserne des marins. Lui, on est plutôt sous l'eau. On est plutôt dans un monde inframarin ou dans un monde, disons, planétaire, dans une autre planète. Il montre des éléments abstraits de la construction éventuellement de la connaissance de soi et du monde. C'est du plus bel effet, mais il n'y a aucune signification suggérée. C'est de la peinture surréaliste abstraite, en lieu oblique et divisibilité infinie. Et ici, c'est la construction de l'être qui se précise. Un étrange personnage qui est à la fois d'os, de mécanique, on ne sait pas trop de quoi, s'il est mécanique ou humain, si c'est une combinatoire, éventuellement des deux. Je reviens à notre De Chirico, qui est le fil conducteur de cette conférence, avec du haut. Dès 1915, c'est la période ferrarese, on voit que le trajet a été assez largement réussi et que l'identification va se poursuivre, d'abord à travers les marottes, c'est-à-dire ces sortes de projections de soi inachevées. On voit le duo, c'est-à-dire les deux frères, ce sont deux hommes, qui se rapprochent et qui se définissent. Ce n'est pas simplement deux petites silhouettes à l'horizon de la tour, c'est littéralement la figuration de deux personnages qui n'ont pas encore les bras pour se saisir dans leurs bras, mais ils ont les jambes et ils avancent vers cette relative unité et cette relative, disons, figuration concrète. Mais les muses restent inquiétantes. Voilà le Castello de Ferrare, donc des Estes à Ferrare, qui a été marqué aussi la Renaissance. Il y a ces figures, une colonne paternelle avec un punching ball, étrange, sans bras, une figure maternelle assise qui n'est pas Ariane, qui est assise comme pour recevoir, avec une sorte de creux à l'intérieur de son ventre, qui n'a pas encore mis sa tête sur le pivot. Ils sont inachevés, incomplets, réunis jusqu'à un certain point, sur une place qui évoque la place Santa Croce à Florence avec une statue antique. Ils sont en train d'exister et de se réunir, mais il reste des figures inquiétantes. Et puis voilà, on est en 1917, Hector retrouve Andromaque. Alors, bon, ce sont des titres, hein, Hector et Andromaque, selon la tradition mythologique de l'Iliade, vous connaissez aussi la pièce de Racine, sont unis pour l'éternité dans un amour total, et là on les retrouve, ces deux figures, la féminine et la masculine, même si leur visage n'est pas encore apparu. On peut dire que c'est la grande réconciliation des sexes. Alors c'est toujours fait sous la forme d'une espèce de puzzle de morceaux qui emprunte au cubisme, qui emprunte aux nouvelles formes de l'expressionnisme et qui traduit bien sûr un dépassement, une sorte de synthèse dans ces avant-gardes.
On verra par la suite que les surréalistes iront plus loin dans l'audace de ces puzzles qui intégreront plus tard des éléments beaucoup plus disparates. Ici, au contraire, De Chirico va vers la simplification, une forme de réalité de plus en plus évidente avec le retour de l'enfant prodigue. C'est un retour au père qui est montré, un retour au père qui a disparu, mais peu importe, c'est un retour donc à la réalité de la famille dans l'identification de soi. Il y a là donc une sorte de filiation assumée, et c'était l'occasion de dire peut-être que les surréalistes vont considérer De Chirico un peu comme un père au point de vue de la réflexion et de l'art, au prix d'un malentendu. Parce que quand ils examinent cette œuvre qui les inspire, De Chirico a tourné Kazakh, a changé de bord dans la mesure où il est arrivé, lui, à sa propre solution. Il revient à une peinture classique en affirmant que maintenant, il se retourne vers, justement, il assume la tradition de ses pères. Un autre personnage intervient, c'est Hermès, qui est le dieu des voyages, des aventures, du destin, du mystère du destin. C'est un parangon du mystère, si vous voulez, et qui aurait patronné ce voyage, cette reconstitution de l'identité. Et il y a dans cette démarche une mélancolie, c'est-à-dire une difficulté. On l'a trouvé avec la statue d'Ariane, la mélancolie, la figure de la mère, de la tristesse de la mère, de la difficulté à se séparer de la mère. Alors là, c'est une référence tardive, à la fin du processus, à l'importance d'Hermès. En 2020-2021, De Chirico prétend donc qu'il redevient un peintre classique, mais il laisse un des derniers tableaux de la formule ancienne, qui est d'ailleurs un mélange, parce que ces personnages sont totalement classiques, mais dans une figuration qui annonce Delvaux, où les éléments, le temple ici, les éléments de la ville restent géométriques, même s'ils sont historiquement situés dans l'Antiquité grecque. On a à l'horizon la mer, enfin oui, la Méditerranée sans doute, et un bateau. Les deux personnages vont prendre la mer, ce sont les Argonautes. C'est l'expédition des Argonautes qui part de Volo, c'est-à-dire qui va chercher à conquérir la toison d'or. Et les jumeaux, Castor et Pollux, ce sont les fameux Dioscures. Ce sont de faux jumeaux, en fait, de deux pères différents, et de Léda, fils de Léda. Et il y a dans cette affirmation de ce duo de la gémellité, Alberto Savigno et Giorgio De Chirico, qui ont accompli leur trajet avant de partir pour de nouvelles aventures, qui ont accompli leur trajet d'identification, qui sont des corps, et pas simplement des marottes, et pas simplement des éléments de puzzle, et qui vont partir ici à la conquête d'une meilleure, disons, sensation. Alors, je résume. La quête de la mémoire, une quête dans la mémoire, permet la reconstruction d'une identité à partir des matériaux ludiques de l'enfance, tant de l'enracinement, sous l'égide d'Hermès, dieu des voyages et de l'aventure. Voilà comment je reconstitue. C'est un fil conducteur, hein, je ne prétends pas avoir la vérité. Vous trouverez peut-être des catalogues ou des magazines sur cette exposition qui a eu lieu pendant quelques semaines, qui ne se présentent pas sous le même angle, parce que les tableaux qui étaient dans l'exposition n'étaient pas nécessairement ceux-là, et qu'il y a plusieurs manières de concevoir l'apport de Chirico à la peinture. Moi, je l'ai placé dans disons, la droite ligne du surréalisme par rapport à sa construction d'identité. Vers 1917, c'est le retour de l'enfant prodigue, qui enlace le père, disparu, perdu, et inscrit le portrait réaliste de la mère à son côté. La mère qu'il a, je dirais, apprivoisée, enfin, dont le rapport est désormais assuré, avec laquelle le rapport est désormais assuré. Et lui, par ailleurs, assume définitivement une identité spécifique en disant Pictor classicus sum. Alors, retour à Hermès, hommage à Hermès, manifestation de la protection hermétique pour cet itinéraire. Il saluera Hermès en 1924. J'ai montré ce tableau parce que vous voyez comme il a changé, comme il devient un grand peintre réaliste. On peut préférer ce De Chirico du point de vue de la forme, du point de vue de l'évolution vers un art moderne. Bien entendu, c'est un retour en arrière. Et les surréalistes vont se moquer de lui après l'avoir surestimé.
vont se moquer de lui, mais il maintient cette position à partir de 1920 et toute sa vie, et ce sera long puisqu'il va mourir à 90 ans en 1978 à Rome. Et il précise, quand il dit qu'il est peintre classique dans ce tableau, que de toute façon, ce qui l'intéresse, et finalement il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est l'énigme. Et quid amabo nisi quod enigma est. Il dit ici un peu différent, oui, quod rerum metaphysica est. C'est la même chose. Et qu'est-ce que je trouverais intéressant? Qu'aimerais-je sinon ce qui est métaphysique ou ce qui est énigme? Il maintient ce désir, même si sa peinture est devenue d'un réalisme assumé avec influence baroque. Gemma, la mère, il est à côté. Il assume cette influence maternelle, il la dépasse peut-être parce qu'elle a vieilli. Elle mourra quelques années plus tard, je crois que c'est en 1934. 36. Alors il va se complaire dans un maniérisme en somme référencié, je dirais un peu répétitif. Ce sont des figurations floues, fluides, brossées, qui s'inscrivent dans un répertoire, le répertoire de l'Antiquité, mais avec une incertitude et d'une manière un peu complaisante. Il s'agit d'assumer la tradition sans vraiment la dépasser, avec désormais peut-être quelque chose qui est plus de l'ironie. Les mannequins traduisent au fond une incertitude sur l'être au monde, alors que lui est parvenu par ailleurs à des certitudes. Ça n'est pas tout de son œuvre, mais ces quelques tableaux qui évoquent la période métaphysique ont peut-être un côté aussi commercial. Le poète et sa muse. Et les archéologues, c'est plus intéressant les archéologues, puisque ça serait le père et la mère avec tout l'attirail archéologique de la construction de l'identité d'un fils. Un giron parental et mythologique. C'est une façon de poésie peinte qui fait rêver. Plus intéressant peut-être la représentation dans 4 ou 5 tableaux des chevaux, de l'élan des chevaux. Et il y a dans cet élan des chevaux, on peut voir dans ces chevaux cabrés au bord de la mer, on peut voir le dynamisme vital, peut-être qui est hérité du romantisme, déjà du baroque, l'élan des chevaux que l'on savait si bien représenter au XVIIe siècle, au XIXe. C'est aussi le thème du double, les deux frères, toujours unis dans leur quête, et qui s'emballent ici. C'est encore peut-être des allusions à la peinture précisément, enfin à Géricault, à Degas. Il a à ce moment-là des commandes de fresques décoratives, et il ne se prive pas dans ses commandes de faire des allusions à la peinture traditionnelle. Mais ici, cette envolée, cet élan moderne contraste avec l'architecture d'un Parthénon, des temples sur une colline, et la tête qui roule d'un buste. Et ça n'est pas nécessairement une contradiction, mais un dépassement. L'archéologie, c'est fini. La construction de l'identité, elle est faite. Donc, on peut laisser rouler la tête d'un père éventuel et continuer vers la mer. Magritte présentera les choses de façon tout à fait différente et qui est tout à fait aussi originale, et on l'a vu dans une exposition récente à Paris, qui est un coup d'œil enchanteur. C'est le blanc-seing, c'est-à-dire cette espèce de confiance que l'on peut faire à la nature. Le personnage apparaît entre les arbres au point qu'on ne sait plus s'il existe ou pas. Donc c'est la cavalière qui représente aussi ici une femme de fatalité, c'est-à-dire la mère perdue. Elle peut être aperçue en filigrane au milieu des arbres sans aucune certitude. C'est encore le lyrisme qui permet la projection lyrique du peintre. Alors encore un tableau de De Chirico, Gladiateur et Lion, qui sera beaucoup critiqué à propos d'une exposition commandée à ce moment-là, donc qu'il n'a pas nécessairement, dont il n'a pas nécessairement décidé de tous les thèmes. C'est Léonce Rosenberg qui voulait faire un salon particulier dans une galerie parisienne sur l'effort moderne. Et il a représenté donc des gladiateurs dans une enceinte romaine, des arènes, avec un personnage qui est au sol, la violence et le combat contre l'animal sauvage. Et on lui a reproché, puisqu'on est en 1927,
d'avoir en quelque sorte de s'être laissé prendre au piège d'un art officiel qui était fasciste. Depuis 1922, Mussolini a imposé en Italie le fascisme, qui a des références à l'Antiquité romaine, parfois brutales. Alors, c'est le moment de présenter De Chirico, qui travaille dans son atelier. On est ici en 1934 et il ne va plus cesser, d'une part, de faire des tableaux, disons, maniéristes baroques, c'est-à-dire d'un baroque échevelé, qui se développe à contre-histoire, parce que c'est à ce moment-là, ça paraît presque ridicule et désuet, mais il est parti dans ce qu'il veut être le dépassement du baroque. Et d'autre part, des reprises, parce que ça se vend très bien, parce que la cote de modernité continue à les valoriser, des reprises de ces anciennes créations de la période métaphysique 1910-1917. Voilà, quand il se projette dans une silhouette baroque, dans un jardin, où il règne en quelque sorte, autoportrait dans un parc, où il revendique l'archaïsme fondateur. Et bon, voilà, je m'arrête là pour ces représentations. Les surréalistes, dès 1924, l'appel de Breton, jusqu'en 1926-27, quand ils exposent de la peinture, vont, parmi leurs sources, parmi leurs précurseurs, soulignent l'importance de De Chirico, même si à ce moment-là, il a déjà retourné sa veste. Ils se moqueront d'ailleurs de lui par la suite, mais ils exposent et ils demandent à exposer certains de ces tableaux de la période précédente. Ils le mettent ici parmi les invités. Dans cette représentation donc des têtes des surréalistes qu'a réalisé Max Ernst, à partir de photos, Max Ernst est ici, il y a 3 invités. Alors il y a André Breton, le pape avec sa cape rouge, Paul Éluard, Aragon, les 3 principaux, je n'entrerai pas dans le détail, et des invités comme Raphaël, pour lui montrer ce qu'on peut faire depuis, de mieux, peut-être comme un contre-emploi, Raphaël qui est le classicisme le plus raisonné, Dostoïevski parce qu'il anticipe avec sa prémonition de l'inconscient, il anticipe les recherches sur le rêve et l'inconscient des surréalistes. C'est curieux, mais Ernst n'a pas mis Freud. Et De Chirico, qui est à côté de Gala Éluard, qui partira quelques années plus tard avec Dali, qui n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Alors voilà, les conséquences, les échos que j'ai trouvés dans l'œuvre de Magritte et dans l'œuvre de Delvaux, c'est tout à fait éclairant et passionnant. L'assassin menacé, en 1926, est un tableau qui va ravir les surréalistes. Ce peintre Magritte est un peintre belge qui, après avoir fait divers métiers enfin, dans l'ordre de l'image et de la publicité, s'est orienté vers la peinture en disant qu'il n'était pas un peintre, mais un penseur qui pensait en images, avec des images où des éléments se contrastent, se juxtaposent en provoquant un sens nouveau, un troisième sens. Le déjà vu s'effondre devant le visible et c'est du jamais vu, a dit un critique. Donc on a ici l'assassin menacé. L'image est complète, elle montre bien le piège que tendent ces policiers à la belge, Dupont et Dupont, le filet et la matraque, pour un assassin éventuel, tandis que plusieurs personnes témoins constatent. Celui-ci, suspect sans doute, il écoute un gramophone, enfin on peut se demander s'il n'y a pas là une symbolique sexuelle, tandis qu'est étendue sur ce lit une femme qui saigne, dont la bouche saigne. C'est un mystère total, assassin entre, disons, point d'interrogation, menacé. Le problème, c'est la mort d'une femme, c'est le mystère absolu, la femme et la mort. La femme qui porte la naissance et qui est ici victime, à laquelle on a fait porter la mort. C'est un tableau qui résume la démarche de Magritte à ce moment-là, qui va se développer comme une manière de poésie, là aussi, jetée sur le monde. C'est en ce sens qu'elle rejoint la définition de Nietzsche, c'est-à-dire que dans ce chaos où nous sommes jetés, il faut projeter le rêve apollinien. L'histoire centrale, bon, en un sens, les choses vont se préciser dans cette juxtaposition d'objets contradictoires qui fait tout le sel des tableaux de Magritte par rapport à un titre artificiel et subjectif. Ici, on a un visage voilé d'une femme, anonyme, qui a une valise, comme pour un voyage,
est un instrument de la musique vitale qu'elle peut jouer en soufflant dedans et qui a des formes qui, évidemment, dans, disons, les équivalences freudiennes, peuvent rappeler les formes féminines, la complexité des formes féminines. Je n'en dirais pas autant s'il n'y avait pas d'autres tableaux pour confirmer. La difficulté des amants, qui ne se voient pas, l'amour est aveugle, mais en même temps, c'est cet anonymat délicat, difficile à compenser, qui est un drame de la vie. Alors, je reviens à l'image parfaite, puisque effectivement, c'est ce tableau qui ressemble à ce que faisait De Chirico quand il ne devinait rien. On a beau regarder, on ne trouve pas la solution, il faudrait traverser. Pour traverser, il y a la poésie, la peinture, et encore cette peinture-là est au début d'une traversée comparable à l'itinéraire initiatique de Chirico, quelque chose comme 20 ans plus tôt. La condition humaine, on l'a déjà vu, j'ajouterai un élément. Elle est mystérieuse, il n'y a rien à faire pour saisir, pour comprendre le mystère du monde, et le risque est de s'y noyer. Or, la mère de Magritte s'y est noyée dans la Sambre, mais bon, la Sambre est une rivière qui mène à la mer. La mer s'est perdue dans la mer. Le symbole de la mer rejoint, si vous voulez, la symbolique de l'infini maternel. Et il y avait 14 ans quand on l'a amené pour reconnaître le corps de sa mère qui était voilé, dont l'image était voilée par disons, la chemise de nuit qui s'était rejetée sur le visage. Donc il y a une réminiscence de Magritte constante dans ces tableaux, même des tableaux qui datent, disons, relativement tard, de cet événement qui s'est produit donc en 1912. Il y a tout un ensemble de réalisations dont on peut voir directement qu'elles s'inspirent de ce traumatisme que De Chirico n'a pas vécu. C'est Magritte qui a vécu un traumatisme bien plus fort. De Chirico a subi l'influence brutale d'une mère, après tout classique. Quand Magritte peint la philosophie dans le boudoir, c'est exactement de cela qu'il nous parle, la présence-absence. La très forte présence dans l'esprit, dans l'inconscient, dans la réalité quotidienne de la mère, dans l'absence, la mère dont les doigts de pied traversent les chaussures vides, dont les mamelons turgescents et les seins d'une poitrine abondante traversent une chemise de nuit où il n'y a rien. Il l'appelle philosophie dans le boudoir, en se référant à Sade, parce que ça pourrait être des éléments de support de fétichisme, ses seins et ses pieds. Mais en fait, il s'agit pour lui, il ne l'avouera pas, il n'a pas envie. Si vous visitez le musée Magritte à Bruxelles, les guides n'en parleront même pas. Qu'on le psychanalyse, qu'on lui dise, voilà, c'est la mère perdue, vous êtes obsédé par, vous jetez une sorte de bouquet poétique sur la perte dramatique de la mère. Et pourtant, c'est bien ça qui se produit dans la peinture de Magritte. C'est comme le viol. Qu'est-ce qu'il y a dans ce corps? Quand Magritte réunissait le soir ses amis pour un petit jeu surréaliste, il leur demandait de donner des titres aux peintures qu'il était en train de faire ou qu'il avait terminées. Et il en choisissait parfois plusieurs. Des fois, il y a plusieurs titres dans les tableaux de Magritte qui d'ailleurs aussi reprenaient ces tableaux. Ici, c'est le viol qui est arrivé. Le viol, parce que ce visage féminin apparaît comme tellement intense qu'il se traduit par un corps, à moins que l'on considère que ce corps féminin, aperçu ici, le pubis, les seins, le ventre, n'impressionne tellement le regard du spectateur qu'il lui donne l'identité d'un visage, qu'il en fasse d'un objet un sujet. Cette ambiguïté confirme la quête magricienne. Mais c'est le tableau peut-être le plus important dans cet ordre d'idées que nous allons voir tout à l'heure, après avoir passé un moment sur les liaisons dangereuses, où l'on voit la très grande difficulté de l'adéquation. La très grande difficulté à accepter, à réaliser, à visualiser le corps féminin, qui est un peu le résumé d'un monde à la fois existant et, pour Magritte aussi, d'un monde perdu. C'est celui-là qui est le plus important, la mémoire. Réalisé en 1949, mais réalisé dans des dessins bien plus tôt. On y voit un buste de plâtre qui saigne. Les bustes en plâtre ne saignent pas. Là, il n'est pas peint, enfin, il saigne. Les paupières sont baissées, c'est une image de mort.
sur un parapet où il y a des symboles de la vie, c'est-à-dire le cercle avec une sorte d'ouverture qui renvoie à un sexe féminin, la feuille qui marque le temps qui passe, et c'est une exhibition puisqu'on a un rideau grenat derrière. C'est comme pour montrer donc comme un autel pour une statue de divinité, enfin tutélaire. Et il y a à l'horizon la mer et le ciel qui se confondent sans aucune solution de continuité au milieu des nuages. C'est la mémoire. C'est la mémoire de ce jour où Magritte est venue en 1912 repérer et surtout identifier le corps de sa mère suicidé, noyé. La mémoire l'obsède et il lui rend un hommage, enfin il la constitue, il la conforte, il la confirme et aussi il la recouvre de sa poésie peinte. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il avoue dans la tentative de l'impossible. C'est donc sa femme qu'il a rencontrée peu de temps après la mort de sa mère, très jeune, qui est restée avec lui toute sa vie et même après sa mort. C'est la représentation donc de cette quête à partir de physique de sa femme, comme s'il avait cherché à ressusciter le corps de sa mère. Et effectivement, c'est une tentative impossible. Même si la peinture qui l'a soulagé, qui l'a aidé et dont il a joué en virtuose, tout en disant qu'il n'était pas un peintre mais un penseur, justement. Un penseur, il aurait pu dire un psychologue, il ne s'est pas aventuré jusque-là. C'est Georgette Magritte ici qui incarne sa mère, qui a joué le rôle peut-être aussi maternel puisqu'il l'a rencontrée 2 ans après. Et donc il y a un aveu, une sorte de signature de l'œuvre de Magritte dans la tentative de l'impossible. On voit le jeune Magritte ici, dans une interprétation au début de sa carrière, et ici une photo juxtaposée du vieux Magritte, en train de continuer à manifester, enfin avec un corps, je veux dire une photo surréaliste, bien entendu. Il ne s'agit pas ici d'une peinture, pour manifester la permanence, la récurrence de cette quête de la femme. Et à travers le corps de la femme, parfois présenté en plusieurs morceaux, dans une sorte de polyptyque, à travers cette insurrection ou érection du corps de la femme, c'est toute l'histoire de l'art qui se manifeste, enfin de l'art à travers Magritte, d'une certaine forme de l'art qui se manifeste. Alors, Paul Delvaux est bouleversé lui aussi, il le dira, par l'après-midi de l'énigme de la jeune fille, enfin, avec son cerceau, qui très mystérieuse, et il va représenter à partir de 1937, sa mère est morte en 1932, des peintures tout à fait étranges, détruire tout ce qu'il avait fait avant, et le rapport à la mère est ici aussi fondamental. Quand il représente le récitant, c'est un personnage, c'est lui, c'est sa projection, et on va constamment avoir, un peu comme chez De Chirico, mais de façon plus réaliste, avec un portrait qui va vieillir, l'itinéraire d'une recherche de mise en jeu, d'organisation du monde à partir de la quête de ce parcours, qui part ici d'une place à la De Chirico vers un monde en ruine, ruiniforme ou rocheux, et sous l'égide d'un petit tableau ici sur une chaise où l'on retrouve la figuration du viol de Magritte réalisé quelques années plus tôt, c'est-à-dire avec un diadème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une quête de la femme, du mystère féminin qui est un peu assimilé au mystère du monde. Proposition diurne. L'itinéraire continue à la même époque. Le personnage avance sur ce chemin et en particulier, il y a ici les diadèmes qui tombent, qui sont comme des signes de piste. À l'horizon, des constructions inachevées. Et cette jeune femme qui se propose, qui se projette, qui se montre dans le miroir et qui est un peu à l'objet d'un désir qui n'est pas encore possible d'atteindre. Paul Delvaux a été brimé dans sa jeunesse par sa mère, alors ultra possessive comme la mère de De Chirico, mais très sèche, paraît-il. Les parents n'ont pas empêché sa vocation, il était très mauvais à l'école, il était très doué pour la peinture, mais par contre sa mère s'est opposée formellement à son désir de mariage
avec son premier amour. Et puis, bon, il y a eu cette rupture, enfin relative, entre eux. Et à partir du moment où elle est morte, bon, Paul Delvaux a rencontré une autre femme, Suzanne, qu'il a épousée. Il a eu une vie à peu près normale, mais il n'a cessé de représenter un monde idéal, le monde de la mère, dans lequel il n'avait pas su pénétrer, le monde de la femme, par extension, qui est un monde de rêve, parfois un peu d'inquiétude, de cauchemar. Et on a donc l'impression qu'il s'est projeté par sa peinture et pour se rassurer dans ce monde de rêve où il n'a pas cessé de déambuler. Magritte et de Chirico font des puzzles pour essayer de faire surgir quelque chose de ce rapprochement des éléments différents, contradictoires parfois. Delvaux, non. Delvaux fait un film et nous entrons dans le film à partir de ce miroir, par exemple, où cette femme bien habillée, bourgeoise, réservée, se voit dans sa vérité. Et c'est dans cette vérité du parcours, du jardin, un jardin édénique, que Delvaux va se projeter lui-même derrière ses coulisses, derrière ses tapisseries de murs, pour mieux, disons, dans le rêve de la peinture, s'intégrer à un monde idéal. Mais il souligne bien qu'il a été, en quelque sorte, l'objet de cette femme, qui, comme Pygmalion, on pourrait dire, a voulu enfermer sa création dont elle est amoureuse. Cette femme, la créature, la statue, c'est lui. Sans bras, sans jambes, comme dans un tableau de De Chirico, on voit qu'il est prisonnier dans cette réalité, enfin dans cette réalité augmentée, si vous voulez, dans cette statue qui le représente très précisément, mais qui n'est pas terminée. Elle le possède, elle le domine, elle en a sur lui une autorité totale. Et on voit qu'à l'extérieur de l'atelier, le paysage est ruiniforme, plein de rochers sur la plage et la dune jusqu'à la mer, où se croise une femme épanouie, qui est un peu la femme d'un idéal, et un petit monsieur rabougri comme un Dupont de bande dessinée, timide et qui prend la distance, qui ne peut pas la rencontrer. La mère a pourtant délivré des secrets. La visite, 1939, l'enfant, peut-être trop tôt, est bouleversé de voir le secret, la forme, la force, l'importance de cette mère désirable et qui, par ailleurs, l'opprimera. Et puis plus tard, sa mère est morte, il y a l'héritage de ces femmes. Cette femme qui en laisse venir une autre, c'est la visite, c'est le même titre, en 1944. C'est accepter qu'il y ait d'autres femmes. Peut-être que désormais dans sa vie, il a réussi à trouver un certain équilibre, ce qui ne l'empêche pas de partir sur l'itinéraire de son rêve. Jusque, par exemple, dans La Ville endormie. Dans La Ville endormie, où il accède ici tout habillé, très étranger, et où il surprend, au terme d'un parcours onirique, où il surprend cette très jolie femme occupée, disons, à dévoiler la réalité des choses dans ce monde de la nuit. Une autre est couverte de sortes de feuilles de vigne. Il y en a une qui cache son visage sous une couverture, une autre qui arbore un chapeau à plumes. Enfin, elles sont toutes dans un monde où elles ont le droit d'agir dans leur mystère. Et lui en reste ici sur le seuil de cette ville endormie. De cette ville endormie et on pourrait dire subjuguée, en quelque sorte, par ces sorcières de la nuit. Les neuroses, toujours dans La Ville endormie, cette fois-ci, Paul Delvaux n'y apparaît plus, représentent ici ce cortège de femmes, toujours les mêmes, comme dira André Breton, qui sont la même, qui sont la femme, qui avancent, qui jettent leurs nœuds, et puis qui partent du côté de la mort, ou qui arrivent, voilées, du côté de la vie, pour l'itinéraire d'une procession, dans ce monde qui est en partie construit et en partie en ruine, où il s'agit de construire davantage. Et ces nœuds roses qu'elle porte sont des sortes de cordons, non pas ombilicales, mais on pourrait dire des cordons de poitrine, qui marquent la suggestion, qui marquent des deux côtés, la suggestion de leur créature, que nous sommes en train de les regarder fascinés, et le pouvoir qu'elles ont avec enfin, c'est une sorte d'emblème de pouvoir, comme le diadème. Comme la couronne qu'elle porte quant aux yeux, ils sont littéralement les yeux hypnotiques des somnambules
qui ont un pouvoir sur le spectateur, un pouvoir direct. Elles nous regardent directement avec un regard d'icône. Dans le village des sirènes, celles qui ont accompli leur travail se reposent, comme des femmes muettes, comme des pantins débranchés, tandis que d'autres se jettent à l'eau pour aller accomplir leur travail, pour aller séduire des Ulysses. Ce sont les sirènes, de toute façon. Mais dans le village des sirènes, ces femmes terribles, ces femmes qui dominent le monde des eaux, il y a le petit homme qui est passé, mais qui est passé tout rabougri, avec sa grande inquiétude et son incapacité à dominer la situation, même s'il s'y est intégré. Et ici, dans une ambiance de rêve inquiétant, pour ne pas dire de cauchemar. Cauchemar qui va se préciser curieusement, enfin curieusement pas du tout, dans les années 1940-1945. Delvaux n'évoque jamais la guerre, mais ce qu'il nous montre des femmes menacées, menaçantes, des eaux déchaînées, ou d'autres figurations renvoient au danger, aux risques, aux événements tragiques de ces années-là. Les nymphes des eaux s'agitent, traduisent concrètement par leur corps le flux des fortes vagues, tandis que la reine d'entre elles, la principale, porte le fameux diadème, toujours le même, un éventail, et s'installe donc dans la maîtrise de ce courant aquatique. Tandis qu'il y a ici la figuration du Cursal d'Ostende, où Delvaux a reçu des commandes de peinture. La ville endormie, toujours dans la période de guerre et d'inquiétude, c'est un moment, la ville endormie en particulier, où Delvaux va reprendre la figuration, va reprendre et réitérer souvent la figuration de squelette, qui renvoie au thème de la mort, soit dans la difficulté de l'époque, soit par rapport à la difficulté de l'époque, soit par rapport simplement à la vie qu'exprime le corps des femmes. Le corps des femmes ici, bon, la femme habillée, la femme nue, la femme qui implore la lune. La lune est liée aux femmes, le cycle lunaire, et dans ce moment lunaire, l'offrande de la femme, le sacrifice de Vénus, sorte de sommeil, de face à face, le sommeil qui permet l'offrande à la mort, le face à face de la vie et de la mort. C'est un sujet peut-être un peu artificiel, on voit en tout cas ces squelettes qui ne sont pas d'allure inquiétante, mais qui manifestent l'autre bout, enfin l'extrémité du destin. Dans un monde grec, dans un monde, disons, archéologique, qui traduit donc la pérennité, comme chez De Chirico. C'est très tôt, le tableau est de 43, mais c'est très tôt dans sa jeunesse, et il l'a raconté, que Delvaux avait visité à la Foire du Midi à Bruxelles un spectacle très achalandé, qui était couru par beaucoup de spectateurs, qui représentait des figures anatomiques, c'est-à-dire des éviscérés ou éventuellement des écorchés, différentes manifestations du corps donc exposé, exhibé. Et il y en avait même animé par une soufflerie. Donc on avait une sorte d'écorché vive qui semblait vivre encore. Ça avait fasciné le jeune Delvaux, qui est là peut-être le jeune Delvaux, dans ce jeune adolescent stupéfié de voir ici la beauté et la vie féminine s'offrir au squelette, au seuil de cette boutique, le musée Spitzner. La jeunesse, le mystère, la vie, la fascination de la vie et la mort. Dans la voie publique que nous avons aperçue tout à l'heure, en 1948, Delvaux surenchérit. Ils viennent alors qu'il était sur le point de divorcer avec Suzanne, il retrouve par le plus grand des hasards son premier amour, celle que sa mère avait interdite et qui s'appelle Anne-Marie, surnommée Tam, qu'il va bientôt épouser en 1949, et ce sera pour la fin de sa vie le couple prévu dès l'origine. Donc il y a une sorte de retour. Mais ça n'empêche pas Delvaux, désormais à l'abri, du côté de Saint-Idesbald, où se trouve la fondation aujourd'hui, qui est un musée magnifique. On a l'impression de se promener dans le cauchemar et dans le rêve de Delvaux. Ça n'empêche pas, au contraire, ça encourage Delvaux à arpenter ces grandes zones mystérieuses d'un monde des femmes.
à la fois purgatoire et paradis. Alors ici, de nouveau, cette conception donc, du train, du tramway, les psychanalystes vous diront combien le train ou le tramway signifie de caractère phallique, symbolique phallique, cette femme qui bloque l'entrée directement et qui se livre à une véritable cérémonie, une cérémonie in blues, avec du violet, couleur de la pénitence, avec du bleu, couleur de la nuit. Elle préside elle est à l'entrée de ce monde où le tramway ne pénétrera pas. Les trains, les tramways ont beaucoup inspiré Delvaux qui, dans sa jeunesse, habitait parfois chez ses grands-parents dont l'appartement dominait une gare. Et il nous montre souvent le thème du voyage, le thème du parcours, suggéré d'une autre manière par Magritte avec l'eau et par Des Quirico avec le chemin de fer à l'horizon et le bateau. Ici, c'est très directement le voyage et l'aventure du voyage qui est représenté. Il y a une gare du métro à Bruxelles qui est décorée par Delvaux, qui a été décorée par Delvaux en hommage à son goût des trains et des voyages. Et dans ces trains du soir, dans ces moments-là, il y a le mystère des corps, le mystère des femmes, et Delvaux s'apesantira quelque temps, autour des années 50, sur les relations lesbiennes. Et il montre ici donc cette fascination du corps des femmes multipliée. Allusion à Des Quirico, qui pensait au départ des Argonautes pour la Toison d'Or, en se présentant donc avec son jumeau, enfin son frère plutôt. Delvaux représente ici deux femmes qui vont s'envoler, enfin qui vont s'embarquer plutôt, qui vont prendre le train pour l'absolu. L'absolu qui est sans limite. Ici, c'est l'Acropole. Alors l'allusion, temple grec, femme offerte. En termes chrétiens, ça serait Ève. C'est la multiplication d'une femme, certainement toujours la même, qui arpente les faubourgs du cœur dans une lumière de minerai. C'est la citation d'André Breton pour qualifier les représentations de ces cortèges de femmes de Paul Delvaux. Pour la conclusion de cet itinéraire, on peut remarquer un des derniers tableaux de Delvaux, l'Atelier. Oui, il a travaillé les dernières années, il ne peignait plus. Il est mort très, très âgé, à 90 ans, en 94. Et il avait arrêté depuis une dizaine d'années la peinture. Donc, il y a ici un modèle magnifique. Une adolescente, celle sur laquelle le temps n'a pas de prise, comme disaient les surréalistes, qui ne cache rien, qui expose une sorte de beauté juvénile. Trois garçons dans cet atelier de peinture, 2 filles. Fascination mutuelle sous la lampe, le professeur donne des directives et ils sont en train, donc c'est le jeune Delvaux éventuellement qui a suivi quelque temps des cours d'art, comme dans n'importe quelle école, fasciné sans doute par les filles et par le modèle. C'est à la fin de sa vie la conclusion. C'est manifester ce qu'il a toujours inspiré avec un élément essentiel, la vieille dame. La vieille dame, à la fois peut-être suggestive, protectrice, stimulante et inquiétante. À l'opposé de la vieille dame, il y a Chrysis, figure tirée là aussi de la mythologie, et qui attend sur le bord d'une baraque de gare. Enfin, on imagine qu'on est près d'une voie de chemin de fer, ce n'est pas absolument sûr, mais d'une petite baraque, elle attend. Elle attend avec sa bougie. C'est la veilleuse, c'est la veillante, c'est celle sur laquelle on peut compter, c'est la soumise, c'est Chrysis. On pourrait dire c'est l'esclave bienveillante. Et c'est la permanence aussi dans la peinture de Delvaux de ce désir. Delvaux qui n'a pas eu de fille, qui s'est beaucoup confié à son 3e modèle, qui a écrit, qui était d'ailleurs très, très, très timide avec ses modèles, pas du tout comme certains autres qui se jetaient dessus. Et Daniel Canel, a écrit, et en particulier des confidences qu'il lui a faites, ce regret de ne pas avoir eu de fille, il l'a traduit peut-être dans ses tableaux. Et d'une certaine manière, ce sont ces filles qu'il représente dans ce monde idéal où il y a aussi la mer et les femmes du désir. Justement, voilà, La Messagère du soir, 1980. Vous voyez on est parti des années 1900 carrément pour aboutir aux années 80, enfin, parti avec Des Quirico, pour aboutir avec Delvaux dans une droite ligne d'une peinture décalée, où la juxtaposition provoque d'abord des effets
cubistes et géométriques chez De Chirico, des effets lyriques en créant une deuxième ou troisième interprétation chez Magritte, et chez Delvaux, le déroulé d'un film. D'ailleurs, Delvaux est assez ami avec Fellini. Et quand il représente ici La Messagère d'un soir, il s'inspire de Cinecittà, le lieu des décors des grands films, des péplums romains. Dans cette ville, disons, romaine, enfin gréco-romaine, on voit qu'il y a une grande esplanade et qu'au milieu, il y a un tramway qui traverse une forêt étrange, comme s'il s'agissait du passage sexué d'une sorte de véhicule sexuel à partir d'un pubis, enfin, géologique. Ça passe. On est dans la transmission, dans le trajet sexualisé. Et puis de l'autre côté, du côté opposé, on trouve une lanterne barrée. La lumière de la bougie dans la lanterne est barrée par l'armature. Quelque chose d'impossible, quelque chose d'interdit. De part et d'autre, il y a deux jeunes femmes et une femme mûre, avec le professeur Lidenbrock, dans lequel Delvaux a projeté souvent son propre personnage, Lidenbrock qui vient de Jules Verne. Donc c'est un homme mûr avec une femme un peu plus jeune, d'un côté, et de l'autre côté, deux jeunes filles. Donc c'est un peu le résumé d'une vie. L'homme et la femme et leur fille, peut-être le résumé d'une famille, la représentation, disons, emblématique d'une famille idéale. Avec au centre qui, la vieille dame qui arrive, celle qu'on avait vue sur le côté droit, celle sans laquelle rien n'existerait, c'est-à-dire la mère, avec son chapeau à plumes qui marque son pouvoir, la mère dont Delvaux a mis tellement de temps à s'émanciper. Et cette mère arrive, elle est honorée, elle est saluée, elle est en quelque sorte valorisée, mais elle arrive devant cette lampe bloquée, comme pour exprimer le blocage qu'elle cause, la messagère du soir. Voilà, j'ai voulu tirer un fil conducteur qui me paraît tout à fait important, même si j'en assume la responsabilité. Éventuellement, ça pourrait susciter des discussions, mais je voudrais maintenant conclure d'une façon plus claire et pédagogique. De Chirico a forgé, plutôt que trouvé sa place, dans l'archéologie et l'urbanisme d'un monde reconstruit entre le père fantasmé et la mère énigmatique, avec le frère double, la famille, à travers cette peinture, disons, post-cubiste qu'il appelle métaphysique. Magritte réalise avec ironie une sublimation, comme on dit, c'est-à-dire un dépassement lyrique de son deuil tragique. Et il le fait par la peinture, le poète de la peinture. La perte de la mère, la perte réelle, concrète. Charge émotive désamorcée, obsession détournée, obstacle contourné. Je pense que Magritte a réussi cette opération psychologique sans l'aide d'un psychanalyste. Ça, il prétendait récuser la psychanalyste, ce qui est d'ailleurs un signe. Donc il y a dans sa peinture un travail de sublimation. Quant à Delvaux, il réalise un film, à l'instar de Fellini, si vous voulez, qui a réalisé La Cité des femmes, où il s'envole littéralement dans ses rêves. Il passe comme, après, pour une sieste tous les jours dans l'atelier avec un modèle ou sans modèle. Et au-delà des apparences, il s'envole vers la planète des femmes, vers la mer et ses épigones, c'est-à-dire les jeunes femmes, les femmes de tous âges, qu'il n'a pas eues, qu'il n'a pas, dont il rêve l'absolu, même s'il retrouve tardivement celle qu'il a aimée la première. Voilà, je vous remercie. Je pense pouvoir aussi confirmer la phrase d'André Breton. Une femme toujours la même règne sur les grands faubourgs du cœur dans une lumière de minerai. Bonsoir.